Bonjour à toutes et à tous du coup et aujourd'hui la conférence est placée sous le signe de la littérature premièrement, la poésie plus précisément, mais comme vous avez pu le voir avec tous ces stands, les écrivains, les écrivaines, les poétesses ont aussi utilisé les images, les photos et je vais inviter dans l'ordre qu'on m'a donné. Je vais inviter les écrivaines à venir s'asseoir sur ce fauteuil. J'ai un peu pris toute la place là, donc je vais me décaler un peu quand même. Et on va parler de leurs œuvres. Alors je vais mettre une règle subsidiaire, parce que j'ai vu que certains sont très prolifiques, donc du coup il y a parfois quatre bouquins. Je vais vous demander, donc je m'adresse à vous qui êtes derrière vos stands, d'en choisir un. Comme ça, on va pouvoir passer plus de temps sur une de vos créations. Et ensuite, les gens qui le voudront de 17h à 18h pourront aller voir les autres œuvres. Je pense que ça se fait. Je pense que c'est mieux de faire ça. Si jamais quelqu'un est contre, qu'il se lève. Sinon, on consent tous à ça. Alors, très rapidement, hein, du coup, moi je suis Alexis, j'ai eu la chance d'être beaucoup sur ce lieu et d'animer les conférences du samedi, notamment pas mal avec des gens voilà, qui font partie des assos, des artistes, des gens du monde du cinéma. C'est exceptionnel et aujourd'hui j'ai la chance de le refaire. Donc, on va commencer assez rapidement quand même pour que les gens aient le temps de parler. Je suis très bavard, donc il va falloir que je me calme. Je vais appeler Clara Motalon. Merci. Bonjour Clara. Bonjour Alexis. Alors, évidemment, j'ai pas les questions sous les yeux. Comment allez-vous? Ça va bien. Et toi? Ça va super. Très bien. Je suis très content, je suis dans mon élément. Quel a été votre déclic pour écrire et publier? Alors moi je vais pas forcément avoir une histoire de déclic à vous raconter. En fait, c'était pas forcément dans mes projets à court terme d'écrire un livre. Donc c'est mon premier livre que je vous présente aujourd'hui. Ça s'appelle En finir avec les idées fausses sur le handicap. C'est publié aux éditions de l'Atelier. Et ça rentre dans une collection, il y en a plusieurs, des En finir avec les idées fausses. Par exemple sur la laïcité, sur l'école, sur l'agriculture, l'habitat, etc. Donc celui-ci, il est paru le 8 novembre. Et d'où vient ce livre? Eh bien, il vient d'une rencontre. En fait, en septembre 2023, j'ai rencontré sur un stand dans le salon du livre de la Fête de l'Humanité, que je vous conseille d'ailleurs, qui est super. La directrice des éditions de l'Atelier, et je discutais avec elle, notamment en lui disant que je connaissais bien En finir avec les idées fausses sur la santé mentale et la psychiatrie, que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà. Et que je trouvais que c'était un super format. Et d'un coup, je lui ai dit, mais vous en avez pas un sur le handicap? Elle m'a dit, ah bah non, mais ça m'intéresse. Et voilà. Et une discussion de 3 minutes a donné une visio d'1 heure. Et puis après, 3 gros mois de travail. Et voilà. Ça finit en livre. Donc des fois, il suffit d'une belle opportunité. Et aujourd'hui, je suis très fière, mais c'est vrai qu'au départ, ça faisait pas forcément partie de mes rêves. Alors, désolé, je vais juste... Excusez-moi. Tout le monde entend là? Ça va? Ouais. Alors, du coup, quelqu'un un peu t'a donné confiance en fait quelque part. Complètement. D'accord. Et est-ce que c'est presque comme la bibliothécaire? Enfin, je pense que c'était la personne qui gérait la librairie. La directrice, non, c'était la directrice des éditions de l'Atelier.
En fait, c'était le stand des éditions de l'atelier. Et donc, je discutais avec elle et voilà. Et on en a discuté. Mais après, forcément, c'est pas une personne qui donne confiance. C'est aussi plein de personnes. C'est un sujet... donc, moi, je travaille dans le handicap. Je suis psychologue. Je travaille dans le handicap depuis 8 ans. Et en fait, quand j'ai commencé à écrire ce livre, je me suis dit, en fait, c'est le genre de livre que j'aurais aimé lire quand j'ai commencé à travailler dans ce secteur-là, à savoir vraiment balayer toutes les idées qu'on peut entendre régulièrement, comme un handicap, c'est forcément visible, un handicap, c'est si on ne fait pas les démarches administratives, c'est qu'on n'a pas envie de s'embêter avec ça. On sait très bien que c'est un peu plus complexe que ça, ou alors que les problématiques d'accessibilité, c'est aussi des soucis d'argent avant tout. Bon, ce livre, il permet aussi de rappeler qu'il y a plein de choses sur lesquelles il faut changer de regard et sur lesquelles on manque aussi beaucoup de décisions politiques. Donc c'est un livre à la fois de vulgarisation et qui rappelle l'importance de politiser ce sujet du handicap et qui a volonté aussi à rassembler pour dire, en fait, quelle que soit la situation de handicap qu'on rencontre, il y a des problématiques communes. Qu'est-ce qui aurait pu être le plus dur en fait dans ce processus d'écriture jusqu'à la publication? Des étapes insurmontables selon toi? Mais surmontées. Alors quelque chose auquel je m'attendais pas trop. Depuis le début de ce projet, c'est un projet que je voulais collectif. Donc je l'ai écrit avec 14 co-autrices et co-auteurs. Des personnes qui sont expertes du sujet, des personnes concernées par le handicap. Je ne me voyais pas écrire un livre sur le handicap sans personnes concernées. C'est vrai que je me disais, pour un premier livre, ça va me donner de la force de travailler à plusieurs. Et en fait, c'est aussi beaucoup de travail. La coordination d'ouvrage, c'est aussi un gros travail parce que c'est aussi s'assurer de trouver les bonnes personnes, de leur faire comprendre aussi la ligne qu'on attend, la ligne éditoriale, s'accorder aussi, par exemple, quand on envoie des retours pour le dire correctement. Et voilà, c'est pas forcément un travail qui est simple, mais une fois qu'on y arrive, on est hyper fiers. Mais voilà, je dirais que ça, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Et puis, tenir les délais. D'accord. Effectivement, par exemple, écrire un poème à 10, ça va être difficile. Après, il y a aussi de la technique sur le handicap dans le bouquin. Mais écrire un roman de fiction à 10 aussi, ça doit être compliqué. Donc je relève cette difficulté que tu as pu avoir et découvrir dans le processus de création et d'écriture de ton livre. Quel conseil tu pourrais donner à une personne qui n'ose pas se lancer, qui presque n'écrit pas aussi? Je pense qu'il ne faut pas hésiter, quand on a l'opportunité de parler de quelque chose dont on sait parler, dont on sait qu'on a la compétence, de ne pas hésiter à aller à la rencontre en fait, des personnes, à montrer qu'on a des choses à dire. Voilà, moi, le livre que je vous présente aujourd'hui, c'est plutôt un essai. C'est pas forcément un livre de témoignage, mais c'est voilà, s'il y a un sujet sur lequel vous êtes engagé, vous avez envie de publier, je trouve que ça vaut le coup en fait d'aller à la rencontre des gens qui publient, d'aller à la rencontre des éditeurs, d'en parler autour de vous, parce qu'on ne sait jamais, dans le réseau des personnes qui vous entourent, il y a peut-être aussi des gens qui peuvent vous aider à porter ces projets-là. Et même si c'est pas facile, une fois qu'on l'a dans les mains, ça fait quelque chose. J'ai une toute petite dernière question, et on va céder la place à notre confrère, on va dire. Quels outils littéraires classiques est souvent utilisé dans l'écriture militante? Et des choses comme, je sais pas moi, des paraboles, des euphémismes. Non. Alors moi j'ai beaucoup utilisé l'argumentation. C'est beaucoup un livre d'argumentation et qui demande aussi, qui a demandé aussi beaucoup de se mettre à la place du lecteur qui ne connaît pas forcément le sujet, voire pas du tout. Et donc se projeter à la place des lecteurs, des lectrices, essayer de faire une argumentation
très forte et en même temps très synthétique, et bah ça c'est pas un exercice facile. Mais pour le coup, passer par à la fois voilà, recenser les sources, mais aussi parfois passer par des métaphores, bah, souvent c'est assez efficace. Merci beaucoup. Merci à Est-ce toi. qu'on peut nous retourner le livre, s'il vous plaît? Est-ce que je peux dire un dernier mot? Évidemment, avec ton livre, Bah, je voulais juste profiter de ce petit moment pour remercier la Maison Perchée et puis remercier tous les gens avec qui j'ai écrit ce livre et remercier les éditions de l'Atelier et la Fondation Malakoff Humanis qui est partenaire de ce livre. Et voilà, il y a des petits éditeurs engagés, ça existe. Et voilà, juste vous le rappeler et c'est possible. merci beaucoup. Bon courage dans ton aventure littéraire qui ne se finit jamais après avoir publié le bouquin. Alors, je vais appeler Johanna Bakri. Bonjour. Bonjour Johanna. Quel a été votre déclic pour écrire et publier? Alors, ça s'est fait en 2 temps, en ce qui me concerne. Le premier temps, ça a été d'essayer d'accrocher à ces murs ici les quelques poésies que j'ai pu faire dans ma vie depuis que je suis petite. Donc ici, ça a été la première opportunité. Et quand j'ai eu des retours et que j'ai pu échanger avec les gens sur mon écriture et que je voyais que ça pouvait parler à d'autres, j'ai eu envie d'essayer de rassembler les poèmes et d'en faire quelque chose avec une vraie trame et de voir encore une fois si ça pouvait parler aux autres aussi. Voilà. Qu'est-ce qui a été le plus dur après un peu ce déclic dans le chemin de l'hiver, on va dire? Dans le chemin de l'hiver. Ce qui a été difficile, j'avais pas vocation, moi non plus, de faire un objet livre. Donc c'était plus une envie un peu voilà, qui s'est présentée comme ça. Et en fait, j'ai eu envie, du coup, après les expositions, d'envoyer des manuscrits un petit peu partout. Sauf que, bah, évidemment, on fait face au refus, souvent. Et ça peut être décourageant. Mais le plus difficile, je pense que c'est de persévérer et de croire en ce qu'on fait. Voilà. Je me suis dit que j'allais faire 3 questions écrites et une petite inventée. Et on va la caler maintenant. Est-ce que... C'est vrai que t'as bien inventé, toi, j'avais oublié. Est-ce que tu as évoqué sur les réseaux sociaux que tu avais écrit des bouquins à l'âge de 8 ans? Alors, j'ai pas écrit de livre à l'âge de 8 ans. Des poèmes, pardon. Des poèmes. Tu me prêtes une carrière que je n'ai pas. Mais oui, la poésie, c'est un peu... voilà, chacun a son mode d'expression. Je crois certains prennent des photos, beaucoup de gens dessinent aussi, etc. Moi, c'était la poésie, voilà. C'était ma façon de capturer les instants, des petits éclats de ce que je suis à un moment donné dans ma vie. Voilà. Et ma question, elle allait vers... Est-ce que des poèmes que tu as retrouvés t'ont rendu très fier de l'enfant que tu étais? Les poèmes que j'ai écrits il y a longtemps? Ouais. Alors, elle est trop bien ta question. Ils m'ont pas rendu fière, mais ça m'a permis plutôt de me guider, je pense, dans le processus d'écriture. Parce que parfois, je pense que revenir à ce qu'on était avant, se reconnecter à notre passé, ça nous permet de se faire confiance et de se dire ah oui, c'est vrai que je viens de là, donc
Et si on essayait de se reconnecter à ça? Et du coup, ouais, ça m'a beaucoup soutenue, je pense. Parce que dans le processus, dans le parcours scolaire classique, moi personnellement, j'ai toujours été intrinsèquement frustré par les cours de littérature en fait. Ouais. L'étude de la technique, des commentaires, des machins, des trucs. On ne crée jamais dans ce processus scolaire. Et moi, je te pose la question parce que moi, je me souviendrai toute ma vie les 2 premiers vers que j'ai écrits en alexandrin. Qui sont? Oh, t'es dur là. On veut savoir. Bref. Et c'était la première fois où je pouvais marquer ma différence et de briller un petit peu dans le cours de français, quoi. Donc c'est pour ça que j'étais très fier de ça. Oui. Et c'est parfois on l'étouffe. C'est très important ce que tu dis, je pense, de faire la différence. Ne pas essayer de ressembler à tout le monde, mais vraiment essayer de rester fidèle à ce qu'on est. Mais je pense que c'est aussi une nature, en fait, la poésie, je veux dire. C'est une nature d'exclus, un peu, fatalement. Et certainement. De cancre aussi. Et voilà. Et donc, je pense que c'est comme un 6e sens, quoi, la poésie. Pourtant, on l'apprend à l'école, mais... Qu'il faut embrasser si on le ressent, on va dire. Quel conseil donneriez-vous à une personne qui n'ose pas se lancer? En 6 étapes. Non, tout simplement, je crois vraiment que, en tout cas, ce qui a été la clé pour moi, personnellement, c'est déjà arrêter de soi-même se juger. Arrêtez de vous relire 30 fois. Faites lire aux autres plutôt. Écoutez ce que les autres ont à dire sur ce que vous faites. Parce que vous, forcément, vous serez toujours hyper critique avec vous-même et hyper dur, alors que vous verrez pas forcément le positif tout de suite dans ce que vous faites. Et il faut accepter aussi de laisser les autres nous montrer ce qu'il y a de beau aussi chez nous. Et que nous-mêmes, on voit pas forcément. Et voilà, il faut pas trop réfléchir. Faut pas attendre le meilleur moment, les meilleures conditions. Voilà, si vous avez envie d'écrire, faites-le, tout simplement. Est-ce que, justement, ce moment où tu en as écrit 10-15, je parle un peu du fait que moi j'ai écrit des recueils non publiés, mais il y a un peu cette course d'enfant avec les feuilles dans les mains pour aller le montrer à son père ou à sa mère alors qu'on a 28 ans, quoi. Il y a un peu ce retour à l'enfance. Oui. Tu vois ce que je veux dire, pour appuyer un peu sur l'enfance. Pour dire, j'ai fait ça. Ouais. Et je veux une note sur 20. Une note sur 20 pour? Non, mais genre, tu peux noter mon poème sur 20. Ah oui. Ouais, écoute, faut qu'on avance parce que tu connais pas mal de monde. Okay. Je te remercie, Johanna. Merci Est-ce qu'on peut avoir le bouquin? Sortir de l'hiver par Johanna Bakri. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que ma voix, fatiguée par le temps et la cigarette, est audible? Ok. Parfait. Je vais inviter Lucille de Passelouan. Qui est... Lucille... Ah, pardon, je l'avais vu. Du coup, t'as dû choisir, parce que t'as été un des auteurs les plus prolifiques de la journée. Lucille, est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien, je suis très contente d'être ici. Super, on va aller direct au but. Qu'est-ce que tu nous montres? Tout brûlé. C'est mon dernier livre, mon premier roman et mon plus récent livre. D'accord. J'ai eu la chance de partager quand même un moment d'échange avec toi tout à l'heure. Et j'étais fasciné par tout ce que tu as fait. Franchement, ça éveille vraiment la curiosité littéraire. Et j'ai envie de dire, la curiosité des gens qui lisent pas. Pourquoi je dis ça? Mais parce que j'essaye d'écrire d'une manière très accessible. En fait, j'essaye de rendre des sujets
qui paraissent peut-être un peu inaccessibles, plus accessibles. Ce roman parle d'inceste, de troubles post-traumatiques complexes, de santé mentale, de problèmes de santé mentale, de problèmes de santé physique, d'injustice. C'est des sujets qui peuvent paraître douloureux. Et pour moi, c'était important de mettre des mots sur tout ça. Et j'ai écrit ce roman en vers libre. Donc le vers libre, c'est une forme poétique. Et donc, si on ouvre le livre, on voit que je tombe justement sur une page très parlante. Donc voilà, c'est pas écrit de manière classique. Et en fait, à première vue, on peut se dire oh, ça va être compliqué, c'est de la poésie, peut-être que je sais pas lire la poésie. Et en fait, c'est du vers libre. Et l'avantage du vers libre, c'est que c'est une poésie sans contrainte. On fait ce qu'on veut, en fait. Et c'est tout simplement la voix que j'ai dans la tête qui déroule. Et donc avec beaucoup de respiration, avec peu de mots, avec peu de détails. Et je laisse le lectrice choisir les détails qu'il a envie de mettre sur les mots que j'ai choisis. Alors on est parti un peu avec Johanna justement sur l'enfance. Est-ce que le fait de publier pour la première fois entre ses 20, ses 30 ans, ses 30, 40, 20 ans, un peu après l'adolescence, le côté adulte, le fait de publier son livre, est-ce que on sent l'enfant, on parle souvent d'enfant intérieur, est-ce que là, on le ressent au moment de publier ou au moment d'écrire? Vraiment, Tout brûler, c'est mon... J'ai commencé à publier des livres en 2017, et donc Tout brûler, c'est mon 9e livre, je crois, mais c'est mon premier roman. Et vraiment, ça m'a fait quelque chose, en fait, quand il est sorti en librairie, pendant tout le processus d'édition, d'écriture. J'étais dans mon truc, j'écrivais. Mais c'est vraiment quand je l'ai vu en librairie, où j'ai vraiment eu la petite fille, en fait, on s'est tenu la main. Et voilà, j'ai vécu des violences. Une des pires violences de mon enfance, c'est mes parents qui m'ont obligée à déchirer mon journal intime dans les toilettes, en fait. Et en fait, cette revanche de voir mon roman en librairie, mais c'était vraiment merveilleux. Et oui, bien sûr que j'ai repensé à mon enfant intérieur. Et c'est vraiment une manière de se réparer, je sais pas, mais en tout cas de reprendre du pouvoir et de reprendre le fil narratif de sa propre histoire. De reprendre le contrôle d'une certaine manière. Et justement, cette volonté, le titre, Tout brûler. Sans peut-être rien effacer finalement, mais juste peut-être incarner aussi ce côté adulte et reprendre pouvoir sur les choses. Mais je parle comme si j'avais lu le bouquin, ce qui m'arrive souvent, parce que je suis un flemmard et je lis pas. On dirait que tu l'as lu. Mais en fait, je voudrais que tu nous donnes, peut-être pas pour tout le monde, mais tu nous donnes un conseil justement sur ce type d'écriture pour que des personnes se sentent capable de l'utiliser aussi, ce style de poésie libre. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait utiliser ça? Alors moi, le conseil que... J'aurais 2 conseils. C'est lire. Et écrire sans penser... Alors ça va peut-être en contradiction avec le conseil de Johanna avant, mais tous les conseils vont apprendre d'écrire sans penser à ce que les personnes vont dire, en fait. Et écrire vraiment pour soi, dans un premier temps en tout cas, et de pas se relire, effectivement, et de pas se juger. Et écrire, tout écrire ce qu'on a dans la tête, tout ce qu'on a envie d'écrire, sans se dire ça c'est pas bon, puis ça n'a rien à voir avec le roman que je veux écrire ou le recueil de poésie que je veux écrire, ça n'a rien à voir avec le projet, parce que je suis persuadée qu'on écrit plein de choses qui servent à écrire d'autres choses, et il y a plein de pages de carnet dont on ne se servira jamais, mais qui nous ont permis d'écrire les pages de carnet dont on se servira en fait. Donc il faut jamais se censurer, il faut jamais penser aux détails de la vie privée, donc qu'on veut pas dévoiler, de se dire mais cette personne-là, qu'est-ce qu'elle va dire? C'est pas le moment en fait. Ce moment-là viendra quand on construira le livre, mais au moment de l'écriture, il faut juste écrire, et puis après on fait le tri. Qu'est-ce qu'on garde pas, et sous quelle forme, et peu importe si on écrit, si on fait juste des phrases, si on écrit des mots, c'est vraiment essayer de se libérer de toute forme et de toute contrainte, et de ne penser qu'à soi. Est-ce que tu peux nous faire un lien
avec le livre Le handicap, qui doit être plus collégial, argumenté. Est-ce que toi, justement, tu as aussi pris de l'argument? Est-ce que tu es argumenté dans ton livre? Ou pas du tout? J'ai ressenti j'ai ressenti le besoin d'argumenter parce que c'est mon histoire hein, que je raconte sous les traits de Stella, mais j'ai eu le besoin d'argumenter en fait. Il y avait une telle injustice qui se dressait devant moi que tout brûler, c'est ça aussi. À un moment donné, Stella dit qu'elle est en haut d'un volcan et qu'elle veut qu'on l'entende en fait. Et oui, elle a des tonnes et des tonnes et des tonnes d'arguments. Et il y a tout ça qui sort aussi dans le livre face à l'injustice de ce monde. C'est vrai que parfois on reproche les extrêmes, on reproche les gens extrêmes, mais dans des situations qui sont extrêmes, il faut aussi répondre à des choses extrêmes. Faut pas blâmer les gens qui sont extrêmes tout le temps, on va dire. Écoute, je te remercie. Merci à toi. Et pour rappeler, vous aurez l'occasion d'aller voir les auteurs, ceux qui sont passés, ceux qui ne sont pas encore passés. Ils ont toujours leur stand. Bon, c'est un peu précaire, on va dire, mais c'est très chaleureux. Les bouquins sont bien mis en valeur dans ce truc un peu brutal du banc. Et du coup, je te remercie. Merci. Je peux juste rajouter une petite chose. En fait, c'était juste pour dire qu'au mois de février, j'animerai des ateliers de création de fanzines sur l'écriture de soi à la Maison Perchée. 3 mardis du mois de février. Donc voilà, à bientôt. Et du coup, je vais appeler Cathy Germain. Voilà. Bonjour Cathy, ça va? Bonjour Alexis, ouais, super. Très contente d'être là. Moi, je dois avouer que je t'entendais, on s'est rencontrés tout à l'heure, je t'entendais parler de ton bouquin avec les yeux qui pétillent et ça m'a ému un peu. J'avais pas envie de dire que je souffrais un peu des mêmes choses, des choses similaires, mais je trouve que écrire un bouquin, c'est raconter différemment. On raconte un peu parfois toujours son trouble, on sait plus comment innover dans ce discours. Et ce genre de bouquin, c'est une liberté. Tu peux inventer des délires aussi, j'imagine, c'est possible. Donc j'aimerais bien que tu nous proposes cette version originale de ta vie, j'ai l'impression, parce que tu as mis ta vie là-dedans. Donc moi j'ai écrit La petite fille au sourire figé. C'est un témoignage de vie sur la santé mentale et plus particulièrement la bipolarité. Parce que j'ai été diagnostiquée il y a 3 ans et mon papa souffrait de la même maladie. Donc c'est vrai que j'ai la casquette d'aidante. Bon, malheureusement il n'est plus avec nous, mais maintenant bon, j'ai la casquette de patiente, mais c'est différent. Donc j'ai voulu on me conseillait d'écrire parce que c'est thérapeutique. Moi j'étais pas prête. Et un jour, voilà, j'ai réussi, j'ai trouvé les mots. J'ai écrit avec le cœur et les tripes. La tête, j'ai mis de côté tout ce qui était au niveau de la tête. Donc les mots sont venus assez de façon fluide. Donc, voilà. Moi j'avais trouvé ça très original parce que dans ton bouquin tu as mis plein de situations où quand on est en crise on écrit. Est-ce que tu peux nous dire les artifices littéraires que tu as mis dans ton livre? Alors j'ai utilisé, on va dire, la technologie. J'ai extrait de mon téléphone des conversations de WhatsApp que j'avais eues particulièrement avec mon conjoint, avec ma maman, des proches. Donc c'était vraiment les mots de la crise en fait, c'était les moments compliqués. Donc ça fait une photographie en fait du moment, au lieu que ça soit romancé et relaté des années après. J'ai aussi retrouvé ce que j'aimais bien écrire sur des petits bouts de papier. Et à un moment j'ai pris une page du livre et au lieu de refaire des phrases, j'ai écrit vraiment ce que je pensais. Je crois que c'était en 2021, donc 3 ans avant. Il faut s'en rappeler ce qu'on pensait. Enfin, je veux dire, c'est compliqué. Et là, c'était vraiment les mots de l'époque, les bruts, sans phrase. Alors, tu as dit, il faut s'en rappeler. Et parfois, les choses vont vite. Et justement, on oublie beaucoup pendant les crises, pendant tout un tas de choses pendant les crises. Mais là, j'ai l'impression que tu allais beaucoup plus loin. Tu vas carrément essayer de te remémorer ton enfance.
Oui. Parce que, encore une fois, l'enfance, en fait. Et est-ce que tu peux nous parler justement de ce travail de mémoire lié à l'enfance? Alors, c'est vrai que mon livre, ça va de maintenant à l'enfance, il est écrit à l'envers. Et je me suis rendu compte que, dû à des traumatismes subis pendant mon enfance, j'ai plein de mémoires qui sont bloquées. Enfin, plein de souvenirs, pardon. Et du coup, j'ai écrit comme j'ai pu, mais j'ai tout simplement écrit au lecteur. Bah, je suis désolée, enfin, je ne sais plus comment je le mets, mais j'ai très peu de souvenirs. Donc, heureusement, j'ai mes proches qui m'ont raconté des choses, donc je peux reconstruire comme ça. Et grâce aussi à des poèmes qui jalonnent le livre de mon papa, de mon conjoint, de mes proches, des témoignages aussi. En fait, c'est un livre, mais j'ai pas écrit toute seule parce que j'ai plein de témoignages des gens qui m'aiment. Et ça m'a fait un bien fou, parce que des fois, on se dit pas des choses, en fait, enfin, les choses essentielles, des fois, par timidité ou par réserve, on partage pas. Et là, moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'amour. Donc, même avant d'assembler le livre, en fait, c'était déjà gagné pour moi. Je me sentais bien, en fait. C'était vraiment positif. Justement, tu as sondé tes proches, généralement par le biais d'anecdotes, en fait, non? Et est-ce que, finalement, la chose qui bouillonne à l'intérieur de nous, qui se voit pas, qu'on appelle aujourd'hui parfois le handicap invisible, l'hypersensibilité invisible aussi, est-ce qu'elle s'incarne dans les anecdotes plus par des petits détails ou par des choses exacerbées? Après, tout dépend. Il y a des moments où j'étais vraiment en crise. Alors moi, j'ai beaucoup plus de crises, ce qu'on appelle down, donc dépressif, que des crises up, donc maniaques. Mais c'est vrai que j'ai réussi. Je ne sais pas pourquoi, j'ai gardé tous mes souvenirs en fait de délire, de choses enfin, qu'on n'y queue ni tête. Et j'ai réussi à les mettre sur le papier. Donc c'est vrai que des fois, enfin, dans le livre, j'ai réussi à écrire, même parfois j'étais tout en bas en fait. Il y a des moments j'ai écrit en souvenir de quand ça allait pas. Mais c'est vrai que j'ai mis 1 an à peu près à écrire, et c'était une année où c'était que des hauts et des bas. Très très difficile, parce que quand j'allais en bas, je pouvais pas écrire. Mais grâce à mes proches, mon psychiatre et tout, j'ai tenu, et puis j'ai voulu aller jusqu'au bout pour que ça aide un maximum de personnes. Enfin, je pense que la lecture peut aider. Mais en tout cas, déjà, l'écriture, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Ouais. Écrire dans des moments extrêmement difficiles, est-ce pas nécessaire parfois, mais très dangereux? Alors au début, vu que j'ai eu des bas, je me dis, oula, le livre, est-ce qu'il ne me tire pas un peu vers le bas? Donc c'est un peu, je vous dis, l'inverse de ce que je viens de vous dire. Mais je pense qu'il a fallu, je retombe peut-être pas dans l'enfer, mais bon, presque, c'est compliqué. Et pour mieux remonter, et puis maintenant, ça fait un peu plus d'1 an que je suis stable. Le livre a forcément un rôle là-dedans. Bon, forcément, les médicaments et puis le suivi aussi. Mais je pense que oui, il a fallu descendre, je pense, au début. Et dernière question de ma part. Est-ce que tu aurais un conseil à donner, voire une prudence à dire aux gens vis-à-vis de ce travail qui est aussi un dialogue intérieur? Je veux dire, un petit conseil, soyez prudent, ou un petit conseil, écrivez comme des fous. Moi, je dirais quand même, en ayant des troubles, d'être quand même épaulé par le corps médical, le psychiatre, le psychologue, enfin voilà, la famille aussi. Mais je pense que tout seul, de faire cette introspection, c'est aussi profonde et tout, ça peut peut-être être un peu compliqué. Mais quand on est bien entouré, voilà. On va bas, mais on remonte après très haut. Enfin, je dis très haut, c'est pas le. Je vais pas dire dans la bipolarité. Quand je dis très haut, c'est très bien, en fait, dans la stabilité. Moi, je regrette pas d'avoir été assez bas pour être bien maintenant depuis plus d'1 an, quoi. Et quand on boucle un livre comme celui-là, est-ce qu'on arrive à faire un deuil sur quoi que ce soit?
est-ce qu'on ferme un chapitre ou il est toujours là? Alors moi, c'est pas un deuil, mais parce que les choses que j'ai vécues, je les ai toujours vécues, mais je me sens plus légère au niveau des épaules d'avoir partagé avec d'autres personnes. Ça paraît peut-être un peu bizarre, mais pour la petite fille qui disait rien et là l'adulte qui écrit, j'ai beaucoup étonné tous mes proches parce que c'est pas mon style de. Et c'est d'autant plus fort dans la thérapie d'arriver à faire ça. Et je me dis, si moi j'y arrive, il y a plein de personnes qui peuvent aussi y arriver, quoi. Enfin, des fois, on se dit, mais non, c'est pas possible à faire. Et en fait, rien n'est impossible pour moi. Enfin, il y a juste un bon moment pour chaque chose, je pense. Mais... Écoute, je te remercie. Si tu veux un petit mot à la fin, tu peux. Moi, je voulais remercier la Maison Perchée déjà de m'avoir invité. C'est super. Enfin, pour moi, c'est énorme. En fait, c'est le premier événement, moi, comme ça, en tant qu'écrivain. Donc, et d'avoir toutes ces personnes qui échangent et qui me disent bravo pour le témoignage. Enfin, bon, c'est super. Et donc, puis merci aux autres personnes aussi qui sont là pour participer à ce forum. Donc, merci Alexis aussi. Merci beaucoup. Du coup, n'hésitez pas à aller voir les stands. Après, on a déjà vu Clara Motalan, Johanna Bacry, Lucille de Paslouan et Cathy Germain, qu'on peut réapplaudir en applaudissant tout le monde. Du coup, je vais convoquer Stéphane Cognon, avec qui je n'ai pas parlé, je pense. Bonjour, monsieur. Bonjour Alexis. Oh. Le menteur. Bonjour, comment allez-vous? Bien, tu peux me tutoyer, hein, si tu veux. Pas de souci. Alors, c'est quoi ce livre? Médiateur santé père. Alors oui, j'ai écrit un premier livre qui était Je reviens d'un long voyage. Et ensuite, suite à la parution de ce premier livre, on m'a dit, avec ce que tu racontes, avec ton savoir expérientiel, tu pourrais te tourner vers la pérédance. Et c'est mon éditeur qui m'a parlé de ça et qui m'a dit, il y a des... Donc j'ai écrit un premier livre qui est paru il y a 5 ans, et où je raconte, mes périples, mon voyage en schizophrénie. Et donc, un peu plus tard, après l'apparition de ce livre, je me suis approché des associations de proches. La Maison Perchée n'existait pas encore il y a 5 ans. Et du coup, les proches m'ont dit, mais avec ce que tu nous racontes, tu devrais venir t'occuper de nos proches. Et on m'a proposé en fait de faire de la pérédance de manière tout à fait improvisée. Et je me suis renseigné sur les formations et j'ai vu la licence médiateur santé père qui est à Bobigny, et j'ai postulé. Alors je sais pas si vous connaissez un peu, je pense qu'il y en a pas mal, non, pas trop. En fait, cette licence, quand on veut être pérédant professionnel, on passe un entretien pour être en poste. Donc j'ai passé un entretien au GHU à Sainte-Anne auprès du pôle 15 pour être pérédant professionnel et travailler dans l'équipe soignante en tant que pérédant en utilisant mon savoir expérientiel. Et donc je travaille depuis 5 ans au GHU Paris. Et j'ai raconté donc dans ce petit livre en fait les 2 premières années de ma prise de poste et puis du travail de pérédant professionnel au GHU. D'accord, donc au GHU, par contre, tu t'occupais de patients qui ont le même trouble que toi. Alors, pas forcément. Pas forcément, mais... Alors, ça peut être... moi, c'est les troubles schizophréniques, mais ça peut être aussi bipolaire, peu importe. C'est pas forcément le même diagnostic que moi. Est-ce que dans le livre que je vous invite à lire, La pérédance, est-ce que tu as
mis ces deux phases importantes pour toutes les maladies psychiques, qui est les parcours de stabilisation et après de rétablissement. Tu as parlé de ces deux phases, est-ce que tu as utilisé le ressort littéraire, les fils rouges, l'histoire, pour parler de ça? Oui, alors en fait dans le premier livre, en fait, je parle de mon parcours de rétablissement. Et dans ce deuxième livre de Père Aidant, je parle plus sur mon métier de Père Aidant. Le fil rouge, effectivement, c'est mon savoir, c'est ce que je connais, ce que je mets, ce que j'utilise. Et puis ensuite, j'ai appris aussi comment m'en servir. C'est pas toujours facile. Et justement, cette Père Aidant qui gravite, on voit, si vous voyez passer le livre, on voit des planètes. Et moi, je trouve que c'est vachement fort comme image, parce que moi, ça incarne un peu le plancher des vaches, quoi, la Terre, et le Père Aidant, le satellite autour. Et j'ai une question du coup. Est-ce que tu penses que ce bouquin devrait être lu au moins par le personnel soignant des hôpitaux? Oui. En fait, ça s'appelle Médiateur Santé Père, et un passeur entre deux mondes. Et effectivement, on est entre ces deux mondes, dans les étoiles aussi, mais en fait aussi bien proche de la Terre. Et on passe entre les soignants, enfin entre les personnes concernées et les soignants, et on est ces médiateurs en fait entre ces deux mondes. Et effectivement, mais il y a des collègues donc infirmiers qui l'ont lu et qui sont qui ont apprécié, et puis des personnes, enfin voilà, ça fait le lien en tout cas. Et j'imagine les études, peut-être un mémoire à la fin des études, mais en tout cas il y a ce bouquin. Est-ce qu'il y a encore beaucoup, est-ce qu'il y a tout à créer encore en Père Aidant? Est-ce qu'on est un peu au début quand même, ou on a beaucoup de science déjà? On est au début. En fait, la licence, elle a 10 ans, elle a plus de 10 ans quand même. Moi, ça fait 5 ans que je travaille au GHU. Maintenant, on est une dizaine de Père Aidant à travailler là-bas. On a une communauté. Mais on est au début parce que c'est une autre façon de faire du soin, ou en tout cas d'accompagner. Vous le savez, ici, c'est de la Père Aidance bénévole, mais c'est une approche, et puis vous avez énormément de succès à la Maison Perchée, je trouve ça génial. Et dans les institutions, c'est un métier. On est dans l'équipe soignante, on est payé par l'institution, c'est pas rien. On n'est pas si libre que ça, c'est-à-dire qu'on travaille en équipe, mais je pense qu'on a des possibilités de rendre en fait les soins un peu plus humains, quoi. Et voilà, ce qu'on est. J'ai une dernière petite question. Oui. Est-ce qu'il y a des anecdotes drôles dans le bouquin? Oui. Merci. Allez les lire. Merci beaucoup. Faut qu'on avance. Il est 49. Et hop. Tac. Florian Donne. Alors, on n'a pas échangé, nous deux. Non. Et on va aller straight to the point. Straight to the point. Alexis, ça veut dire faire vite. Quel était votre déclic, monsieur? Alors moi. Ouais, Non, merci pour l'accueil. Déjà, je suis ravi. C'est la deuxième fois que j'ai à la Maison Perchée. Et je suis très heureux d'y aller dans ce contexte-là et de pouvoir échanger avec vous tous. Moi, je suis bipolaire depuis, diagnostiqué à l'âge de 20 ans, j'en ai 33. Et j'ai écrit ce livre pendant 5 années d'hospitalisation et de crises délirantes, mystiques et de dépression sévère. Et j'avais écrit 500 pages. Je ne savais pas quoi en faire, j'avais absolument pas l'idée de publier un livre. Et en fait, j'ai écrit à une de mes amies qui est Plume, et je lui ai dit qu'est-ce que je fais de ces 500 pages? Est-ce que je dois en faire quelque chose ou pas?
Et entre-temps, j'ai été diagnostiqué, stabilisé depuis 5 ans maintenant. Et j'ai publié ce bouquin du coup en 2022 dans une maison d'édition qui s'appelle MAM Édition. Et voilà, je témoigne un peu à visage découvert depuis 2 ans parce que j'ai levé l'anonymat de mon livre. J'ai publié sous anonymat parce que j'avais peur pour mon boulot, j'avais pas forcément envie que ma famille ou mes proches puissent en parler autour d'eux comme le livre de Florian Daune. Je voulais que ça soit anonyme, mais que ça puisse toucher les gens dans leur parcours. Et il y a 2 ans, j'ai perdu un ami proche avec qui je travaillais au Secours catholique. Et j'ai eu le déclic de lever l'anonymat pour lui et pour toutes les personnes bipolaires qui souffrent, parce que moi j'ai la chance aujourd'hui, et je ne parle pas de guérison profonde, je parle d'une guérison intérieure, parce que j'ai la foi, en fait je suis croyant, au-delà de toute religiosité, je crois en l'homme, je crois en Jésus, et j'en témoigne dans ce bouquin, de la façon dont il m'a rejoint dans mes crises, dont il m'a rejoint dans mes délires. Aujourd'hui, j'ai la chance, c'est pas la voie ultime, mais d'être marié, d'attendre un enfant pour avril. Et je témoigne de ça parce que ça fait 5 ans que je mets un voile sur ces projets en me disant que c'est impossible, que je voyais mes amis avancer et je me disais, en fait, moi je recule. Et en fait, on voit que la vie, en quelques instants, peut-être un déclic, revient à la surface, fait renaître une espérance, fait renaître une certaine foi. Et donc voilà, aujourd'hui je brûle de cette espérance pour ma vie, mais d'abord celle des autres, de mes amis, de ma famille qui m'ont soutenu, et je dois leur rendre tout ce que j'ai reçu. Donc voilà, je leur rends en témoignant comme ça, de façon confidentielle ou non, sur les réseaux peut-être un peu aussi. Et on parlait de père aidance, moi je me suis retrouvé dans une situation où, après 5 années de stabilité, je me rends compte que je deviens un peu père aidant sans le vouloir, ou plutôt en essayant de l'être, de personnes qui m'appellent, de personnes qui me... Et peut-être qu'un jour, quand je serai plus mûr, quand je serai plus adulte, je vais sceller ça dans un cadre plus professionnel, plus structuré, quoi. Merci pour ce témoignage. Et en fait, la première de couverture me frappe parce qu'elle me ramène au souvenir de ma première crise bipolaire. Comment la puissance de la nature a réveillé ta bipolarité. Est-ce que c'est ça? Est-ce que quelque part, ouais, ce truc de se faire arracher à la ville? Ouais, tout à fait. Non, mais en fait, à l'âge de 18 ans, j'ai un ami que j'admirais pas mal parce qu'il faisait des bonnes études, il voyait des gens intéressants. J'étais très superficiel à cet âge-là, ma profondeur ne s'était pas encore révélée, et du coup, je suis parti en Inde, dans les mouroirs de Mère Teresa. Les mouroirs de Mère Teresa, c'est des endroits pleins de vie, mais aussi assez tristes, où les gens meurent. Et à 18 ans, j'ai été confronté à la mort dans ces mouroirs. Et la mort qui concernait les autres m'a rejoint dans mon intériorité quand j'ai quitté l'Inde et que je suis revenu à Paris. Et j'ai fait ma première crise bipolaire dépressive sévère, avec tentative de suicide et la volonté d'en finir. Et quelques petits instants de vie m'ont laissé la chance de pouvoir avancer et continuer sur cette terre. Mais effectivement, la nature m'a bouleversé quand j'ai rencontré un autre monde que mon petit Parisien bourgeois que j'étais, qui a été bousculé et complètement... où j'ai remis en question toute mon identité, mon éducation. Et je pense que mettre en lumière ce qui est beau dans ce qu'on a reçu et de dénoncer ce qui a été mal, c'est une façon de gagner en liberté. Donc moi j'ai dénoncé tout au long de ces crises, peut-être en hurlant parfois, en étant dans de profonds abîmes. Mais j'ai du coup aujourd'hui un certain sentiment d'être libre et de m'être libéré de cette aussi identité que la maladie peut provoquer parfois. Pour revenir, tu parlais de 500 pages. Combien de temps t'as pris pour déverser ces 500 pages? J'ai écrit pendant 5 ans. Et j'écrivais, comme Cathy l'expliquait très très bien, donc quand j'étais hospitalisé, quand j'étais chez moi, dans des moments, la nuit quand je dormais pas, et tout cela était un peu confus. Il y avait beaucoup d'éléments mystiques très puissants, il y avait des confessions intimes à travers certaines addictions très fortes. Et en fait, cet ami qui a réussi à faire de cet ouvrage un livre publié dans une maison d'édition
m'a aidé à synthétiser mes propos, à les rendre plus éclairants, à les rendre plus digestes, mais sans désincarner la profondeur du message, sans sortir du discours initial qui est celui que, en fait, quelles que soient les crises, quelle que soit la durée des crises, il y a une espérance pour chacun d'entre nous et chaque personne vaut de l'or. Et cette certitude que j'ai aujourd'hui que chaque vie est unique et qu'elle est pensée par un autre que nous et que dans ce caractère unique que la vie nous donne, il faut accepter de s'aimer, de s'apprivoiser, de se sentir précieux, parce qu'il n'y a pas d'orgueil à ça, on est des êtres précieux. Et il faut garder ce caractère voilà, profondément unique. Et du coup, tu parles de la plume, donc une personne qui t'a aidé à synthétiser. Est-ce que tu donnerais comme conseil aux gens comme ça qui font sur des années de l'écriture automatique peut-être? C'est un peu de l'écriture automatique que tu faisais? Tu déversais des trucs ouais, c'était très automatique. Sur Word ou à l'écrit peut-être. Est-ce que selon toi c'est bien aussi justement de prendre un tiers entre ce trio qui est ton écrit, toi et la plume? Est-ce que rapidement tu pourrais expliquer pourquoi c'est essentiel pour en arriver jusqu'à la publication? En fait, moi, dans mon chemin de publication, il y a eu... déjà, j'ai écrit un roman en 7 jours quand j'étais en crise maniaque. Je l'ai envoyé à plein de maisons d'édition, j'ai eu aucun retour. On m'a dit c'est nul, c'est indigeste. Bon. Et je veux bien le croire parce que franchement, j'ai un grand frère qui en fait a écrit 3 romans et qui a une plume incroyable. J'ai toujours voulu être comme lui, avoir la facilité d'écrire. Et en fait, il faut l'humilité parfois de mettre ses talents au bon endroit et de savoir les faire vivre. Et moi, mes talents, c'est pas mes talents d'écriture. Je suis pas un écrivain, donc je suis flatté quand on me dit que je suis écrivain, mais je suis pas vraiment écrivain. Du coup, j'ai tout simplement eu, parce qu'on me l'a donné la chance de pouvoir que je puisse le faire, l'humilité de demander à quelqu'un de m'aider, de m'accompagner, de synthétiser le texte, d'accompagner ce travail d'écriture sans, encore une fois, enlever l'émotion et toute la nature de mes propos. Mais il n'y a pas de honte à avoir un travail à 4, 6, 8 mains, quoi. En fait, un texte, ça ne nous appartient pas. On est dépositaire de ce qu'on dit, mais le texte, il doit vivre et il ne nous appartient pas parce qu'il va faire vivre des émotions différentes aux autres que celles qu'on a pu avoir en l'écrivant. Donc, moi, le conseil que je donne, c'est votre texte, il a de la valeur et il en aura aussi peut-être beaucoup si vous réussissez à en faire profiter d'autres dans le travail d'écriture. Il y en a qui n'en ont pas besoin, mais ne serait-ce qu'un éditeur, il va corriger le texte d'une façon très... Moi, j'ai été très blessé parfois de voir comment mon éditeur travaillait le texte alors qu'on l'avait déjà travaillé plusieurs fois, mais voilà, il faut laisser cette distance et je pense que comme la maladie n'est pas notre identité, notre livre n'est pas forcément aussi le fruit c'est pas une conquête orgueilleuse, quoi. Il faut que ce soit vraiment un chemin de transmission et voilà. Écoute, je te remercie beaucoup et on va faire un truc, c'est que je vais poser une question à la prochaine personne, mais tu restes là. Et je vous encouragerai à poser la question après, parce qu'on n'aura pas le temps de répondre à cette question qui me vient, en fait. Est-ce que lire et se faire corriger, c'est pas déjà se faire mieux comprendre? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que on n'arrivera jamais à expliquer à 100% ce qu'on ressent, tout ça, mais l'écriture, 2 lignes, 3 lignes, déjà va provoquer une interprétation chez le lecteur qui va comprendre ou non. Et les autres ne comprendront jamais à 100%. Je pense que c'est quelque chose qui vient du fruit de ma réflexion. Et je vais axer le prochain là-dessus. Et je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. C'est courageux. Et c'est d'autant plus courageux que souvent sur l'écriture automatique, on va tout dire, des délires qui sont parfois de l'ordre de l'intime. Donc voilà. Tout ce qu'on a vu est de l'ordre de la mise à nu quelque part. Et je vais appeler Romuald Dieterich. Dieterich, désolé.
Merci Romuald. Est-ce que tu peux nous rappeler comment ça se prononce du coup? Ça se dit Dietrich. Ok. C'est quoi? C'est de l'Est en Est France? Allemand. Allemand? Ouais. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de ton bouquin qui s'appelle Panda? Bah oui, c'est pour ça que je suis là. Alors Panda, pourquoi Panda? Panda en fait c'est une métaphore pour parler de la bipolarité. Donc pour le pelage du panda qui est blanc pour la manie et noir pour la dépression. Mais pas seulement aussi, ça fait aussi référence à l'ours. L'ours qui rugit quand il est pas bien, comme quand on n'est pas bien en dépression. Et surtout au panda pour sa folie en fait, où quand il monte on le voit dans les arbres, il casse la branche, il tombe par terre, il roule dans la neige, enfin il s'amuse. Et du coup voilà pour sa folie aussi, voilà pourquoi le panda. Est-ce que c'était compliqué de prendre cet ours très symbolique, où il y a déjà énormément de choses qui ont été créées dessus? Est-ce que pour toi ça a été un défi de rajouter quelque chose d'encore plus original ou de nouveau sur cet animal? Je suis pas parti d'une base en fait. D'accord. Non, je suis pas parti d'une base. Ok. Après, pour ce qu'il représente, oui, il y avait aussi ce côté un peu chinois, un peu spiritualité. Et aussi par rapport à la Chine, pour le yin et le yang en fait. Parce que j'explique que voilà, son pelage, il est noir, il est blanc, ce système un peu de dualité. Mais en réalité, l'objectif, c'est qu'ils se fondent comme dans le yin et le yang pour que je trouve après mon équilibre avec lui. Donc il incarne cet équilibre excessivement incroyable du yin et du yang. Est-ce que tu peux expliquer justement comment tu es parti donc, de l'animal blanc et noir, du yin et du yang, et t'as articulé avec le tout pouvoir de la littérature un propos sur la bipolarité en fait. J'ai fait une question de genre d'énarque, je suis désolé, sans me faire mousser, je pense que j'ai rien dit dans ma question. Ouais. Mettre plus explicite. Soit bipolarité, panda. Ouais. Disons un peu aussi, je suis. En fait, pourquoi le panda, pourquoi ça m'a donné aussi envie d'écrire, c'est qu'à un moment quand j'étais au Népal en fait, je suis tombé sur un livre dans une bibliothèque qui s'appelle Super Héros de Marine Barnerias. Et dans ce livre, en fait, elle présente sa maladie, qui là, c'est la sclérose en plaques. Donc elle l'appelle Rosie, et c'est une roseau-là qui fleurit à l'intérieur d'elle et qui la pique aussi parfois. Et moi, quand j'étais au plus bas, du coup, avec la bipolarité, je me suis dit, allez, c'est parti, je veux trouver du coup la même intimité avec ma maladie. Et voilà, ce qui m'a le plus accroché dans son récit, c'était Rosie. Et je voulais trouver du coup aussi un nom, moi, comment j'allais l'appeler et comment j'allais pouvoir l'apprivoiser avec parce que je m'étais inspiré de Marine Barnerias. Je sais pas si ça répond à la question. Non, je suis trop content que tu parles d'inspiration parce que j'ai pas encore posé la question aux personnes qui sont passées. Tu dis que tu as été inspiré par cette fable sur la rose que tu as trouvée au Népal, ce qui rend la chose très puissante, j'imagine. Est-ce que dans ton enfance ou dans ton parcours scolaire, tu as une référence vraiment qui fait que tu raccroches ce livre un peu presque comme un hommage à une œuvre qui t'inspire beaucoup? Non, pas spécialement. D'accord, donc t'as pas... Non, mais aucun blême, mais... Du coup, autre question, est-ce que tu as voulu incarner un peu une fable là-dedans, avec une conclusion, une ouverture, une spiritualité, un équilibre? Disons que c'était plus par rapport à la légèreté de l'écrit. Légèreté de l'écrit parce que parler sur la bipolarité, déjà c'est lourd à la vivre, du coup si on retranscrit... Enfin, je trouvais si je retranscrivais exactement ce que j'avais vécu, ça allait être trop lourd et difficile à lire. Le panda, ça apportait en fait une légèreté, une métaphore et un peu de la distance par rapport à la réalité de ce que j'avais vécu. Pour moi, en fait, voilà, comme je le dis souvent, le panda, c'est le slip que j'ai gardé pour pas non plus être totalement nu devant le lecteur. Et voilà. Du coup, voilà. Donc, tu dis que le panda, c'est un peu le dernier rempart à la pudeur que tu peux avoir vis-à-vis de ta bipolarité. Est-ce que le panda devient violent parfois?
dans le bouquin? Est-ce qu'on va voir de la violence dans le livre ou pas? Lié fatalement à un peu la bipolarité qui, non pas qu'on est violent, mais il y a quand même une grosse énergie, on va dire. Oui, bah, après le plus violent, c'est dans le chapitre Ses premières dents, où je dis qu'au fur et à mesure, à chaque fois il prend une dent, c'est qu'il m'enlève quelque chose, comme par exemple mes canines, il m'enlève ma hargne pour essayer de me sortir du coup de la pathologie. Chaque incisive représente la guitare, qui du coup il m'empêche de faire de la guitare, de l'écriture. Et le moment voilà, le plus dur, c'est quand il a ses premières dents sur le chapitre, et qu'à la fin, en fait, il finit par me croquer. Et, et du coup, ça représente un peu ça représente la tentative de suicide que j'ai faite. Mais voilà, c'est quand il m'a vraiment mordu dans ce chapitre où il était violent. Ouais. Je vais devoir passer moins de temps avec les deux derniers, je suis désolé. Mais on reste jusqu'à 18h. Je pense que la plupart vont rester encore un petit moment. N'hésitez pas à aller les voir. On vous offre quand même une pause, hein, si vous voulez. Vous pouvez aller faire une pause. Et du coup, je te remercie beaucoup. Il faut savoir que la première promotion de Père aidant à la Maison Perchée était le koala, qui est, je pense, un cousin peut-être du panda ou pas vraiment. Mais en tout cas, il y avait un besoin aussi une reconnaissance envers ces animaux qui sont très chill, qui restent sur la branche, qui bougent pas. Je pense que c'est bien aussi, mais c'est ça qu'on peut trouver peut-être dans ce livre, une tranquillité aussi. Donc merci beaucoup, je pense qu'il y a de l'espoir là-dedans. Super. On a fait passer tout le monde. Lorem, s'il vous plaît. Salut. Bon, on a eu l'occasion de discuter un peu. Alors, Lorem, tu es victime, comme moi, de bavardage intempestif. C'est vrai? Ah non, pas autant que de la toi. part de nous-mêmes. On va devoir faire concis. Allez, vas-y. Pas de Alors, problème. Lorem, est-ce que tu peux nous dire pourquoi cette œuvre plutôt que toutes les autres? Oh là. Ah, mais non, Pourquoi celle-là se différencie de toutes les autres qu'on a vues? Ah oui. C'est pas vraiment... Enfin, c'est un album, en fait. Voilà. C'est un album de chansons. Donc, c'est pas un livre... c'est pas un projet de livre. Il n'y a pas d'histoire. Enfin, il y a plein d'histoires qui sont... voilà, c'est un peu difficile. C'est pour pas que ça glisse. Après, voilà. Sinon, les fabricants, ils ont fait ça bien. Voilà. Donc c'est des chansons autour de mon histoire avec la bipolarité. Voilà, qui sont arrivées... je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je dise? Moi je suis curieux de comment on peut arriver à quand même une œuvre aussi bien finie comme on dirait presque une BD, dès qu'on va à l'intérieur des photos, c'est génial. Je dirais, il y a une recherche esthétique. Tu nous en parles. En fait, des chansons, on est parti à travailler sur des univers photographiques dans des lieux importants pour moi où j'ai pu écrire des chansons. Par exemple, Les Anges bien étranges, c'est une chanson que j'ai écrite en sortant de l'HP. J'avais un rendez-vous, on m'avait parlé d'un psychiatre formidable à Paris, donc j'ai pris un rendez-vous avec lui. Et dans le train, j'ai écrit cette chanson. Et au rendez-vous, donc nous sommes des anges bien étranges, et au rendez-vous avec le psychiatre, et je lui dis voilà, je suis bipolaire, on m'a dit que vous étiez spécialiste, spécial aussi, voilà, et il m'a dit ah mais vous êtes un ange. Voilà, alors je m'attendais pas à ça du tout, parce que je me suis dit, là je lui ai dit oui mais bon, vous pouvez faire, et là il m'a dit mais il va falloir prendre du lithium. Voilà, les anges bien étranges, sans ailes et sans louanges. Voilà, c'est des anges
sans elle et sans louange. Et voilà, donc les chansons, ben, elles parlent de plein voilà, de petits mondes, de toutes ces choses contradictoires, tous ces espaces voilà, de lumière, d'obscurité, de mort, de suicide, voilà. Et elle parle aussi de ma famille, voilà, qui fait partie de ces familles, on appelle ça l'héritabilité, enfin, peut-être il y en a qui vivent ça, voilà, où vraiment toute la famille, sur plusieurs générations, est touchée par la maladie mentale. Voilà. Et donc ça, ce livre, c'est mon héritage, c'est aussi tout plein de gens qui ont travaillé, qui m'ont aidé, des musiciens, des arrangeurs, des photographes, et il y a quelque chose que j'ai envie de dire maintenant, c'est que c'est aussi mon héritage, c'était mon héritage pour mes enfants. Et en fait, comment la vie est incroyable, parce que oui, c'est de la poésie, c'est des chansons, c'est des émotions, c'est soi et les autres, c'est raconter les autres. Mais c'est un truc de fou qui est arrivé, c'est qu'au moment où il est sorti, mon fils a dû rentrer d'urgence d'Australie, et qui a fait une grosse crise psychotique, donc trouble de la déréalisation. Et là, je me suis dit, c'est quand même pas fou quand même, c'est ce rattrapage du pur réel, de cette pure dinguerie de malédiction, où à un moment on se dit, mais c'est pas possible, mon fils, quoi. Et c'est ça qui est fou, c'est que c'est l'héritage et c'est la musique, mais c'est toute cette histoire de toutes ces personnes, ma grand-mère, mes tantes, celles qui se sont suicidées, qui sont presque tous morts. Et je me dis, voilà, à Noé, ça c'est fou, c'est que lui, voilà, au bout de 15 jours, on est allé aux urgences. Enfin, pour lui, en fait, il n'y a plus ces tabous que les générations d'avant avaient et que moi j'avais encore aussi. Encore il n'y a pas si longtemps, parce que ça a avancé. Et ça, je trouve, voilà ce que je vis en ce moment, en fait. À la fois, voilà, cette magie de cet album, mais cet album, il est né avec ça, quoi. Et je trouve ça fou, quoi. Voilà. Bon, il va mieux et il sort de la clinique psychiatrique. Voilà. J'ai une question pour toi. On a vu des gens qui ont écrit des ouvrages, des écrivains, des écrivaines, des choses très des recueils de poésie, tout ça. Toi, tu viens avec un bouquin avec des photos et un CD. Est-ce que tu te dirais, voilà, artiste depuis toujours, ou alors tu as découvert l'art avec ta maladie et avec les ateliers, parfois les ateliers thérapeutiques, comme quelqu'un a pu le dire. Je sais plus qui avait dit ça. Quelqu'un avait découvert l'art-thérapie, ce qui avait fait que... C'est toi, Cathy, non? Tu avais dit que tu avais découvert l'écriture aussi avec ta maladie et dans les ateliers d'écriture. Est-ce que toi, tu t'es dit, tu t'es découvert voilà, cet talent artistique avec ton diagnostic, ou c'est depuis toujours? Non, j'ai commencé les études de chant, de danse à 19 ans. Voilà, donc j'ai fait le conservatoire, j'ai fait plusieurs formations. Et je suis tombée malade à la naissance de mon deuxième, à Noé. Et après, pendant 12 ans, au moment où je tombais malade, j'avais une compagnie avec le père de mes enfants. Et pendant 12 ans, je faisais les projets, je les arrêtais, puis jusqu'à les arrêter complètement, puisque je ne pouvais pas honorer les concerts. Donc on tout programme une fois, éventuellement 2 fois, mais après, c'est terminé. Donc je me suis arrêtée et voilà, et j'ai fait beaucoup d'hospitalisation. Et puis à un moment, c'était la dernière où là, en ce moment, je suis en train d'écrire une lettre à ma grand-mère que j'ai jamais connue, qui s'est donc suicidée dans la Seine. Et là, je suis en train de lui écrire cette lettre où en fait, je comprends à un moment donné pourquoi on va se suicider. Et en fait, je comprends
que c'est un acte de survie aussi. C'est-à-dire ça peut être choisir la vie que se suicider. Alors non, évidemment qu'il ne le faut pas, évidemment. Mais en fait, voilà, il y a ces moments où j'aurais pu faire ça aussi. Bon, j'ai choisi autre chose, mais est-ce que je ne sais pas où est ce choix. Et voilà, là il y a eu ce truc pour mes enfants. Je me suis dit, allez, on va voir si ça marche, le traitement. Et ça a marché. J'ai pu retrouver ma parentalité, comme on dit. Et ensuite, mon psychiatre, le docteur Roux, m'a encouragée à reprendre le chemin de la création. Et là, je me suis dit, mais je vais écrire, je vais reprendre, ok, mais là, en faisant des chansons sur mon histoire. Et d'abord, c'était pour ceux comme moi, qui vivent avec un trouble psychique, pour leurs proches, pour dire, ouais, écoutez, c'est génial ce que vous faites, vous en pouvez plus, vous sentez super impuissant et tout, mais non, vous êtes là, et même quand nous, on vous montre pas que vous êtes là, en fait, oui, à chaque instant, vous nous sauvez. Et voilà. Et après, c'est devenu des concerts, et un album, et un livre. Voilà. Écoute, je te remercie beaucoup. Bravo. On a dépassé un petit peu le temps, mais c'est pas grave, mais c'est important d'arrêter à 17h pile parce que faut aller prendre l'air, il y a un moment, faut aller boire un cocktail. Mais là, comme c'est un peu un mocktail. Un mocktail, pardon. Comme là, on a plusieurs personnes sont passées sur le micro, c'est normal qu'on dépasse un peu, parce que c'est plus difficile de prévoir. Je te remercie beaucoup. Attends, j'ai un dernier truc. Un dernier. Alors, parce que c'est super important, il est où le livre ? En fait, voilà, parce qu'on est, en fait, quand on présente le livre, on a les institutions qui nous demandent de dire qu'ils ont financé, voilà. Donc le livre a été financé par l'Agence régionale de la santé, Nouvelle-Aquitaine, le Conseil régional. Là, on a eu des mécènes privés comme la clinique d'Amad où j'ai été hospitalisée, l'UNAFAM de chez nous, voilà, on a Positive Minders et le Crédit Mutuel. Voilà. Et merci à eux. Merci. Et merci à la Maison Pachet parce que c'est magique, toujours magique ici. Et j'ai été très inspirée par tous les auteurs. Et... Désolée. Merci à tous. Merci à tous et particulièrement, comme vous l'aurez remarqué, l'effet Maison Perchée, c'est aussi tout de suite, on parle de sa maladie, tout de suite on va parfois partir sur les choses perso, tout ça, et c'est très bien que ça a été fait. La puissance, un peu pour conclure, la puissance de l'écrit, faut l'apprivoiser. Hein. C'est écrire 500 pages, écrire des lignes, faire un travail de réflexion sur soi-même. Moi, je conseille quand même d'expérience de faire attention parce que on peut arriver sur des conclusions qui vont réveiller énormément d'énergie émotionnelle. Donc, écrire, c'est l'émotion. Et je vous félicite tous d'avoir été aussi attentifs et avoir accordé autant de temps à ces personnes qui viennent parfois de loin. Je ne sais pas d'où vient tout le monde, mais parfois tout le monde vient un peu de loin. Je vous libère vers les mocktails, les cafés. Et je rappelle que la Maison Perchée fonctionne sur les dons. Et une manière de faire des dons, c'est, pour ceux qui peuvent le voir, le fanzinzin et de la nuit à la lumière, qui sont les créations de la Maison Perchée aussi, les créations, les œuvres artistiques et littéraires, donc que vous pouvez acheter aujourd'hui. Voilà, la coquette somme de 114 €. Et le fanzinzin, qui est plus une BD illustrée, qui est issue d'un atelier thérapeutique qui a eu lieu ici, où on a eu l'honneur d'avoir Lisa Mendel, et qui s'était supervisée aussi par Victoria, qui en fait caricaturait l'atelier, donc une mise en abîme. Vous avez compris, c'est malin. Et du coup, donc le fanzinzin. Merci beaucoup, je vous libère. Hop. Ah tiens, quand même, 1 million de viewers. Ça va, c'était pas trop physique là, d'accord, ça va. Ok.
Moi, c'est good.